Bonjour à toutes et à tous. On s'est tous déjà posé la question, hein, pourquoi je réagis comme ça, ou tiens, pourquoi je retombe toujours dans ce même type de relation. Et puis parfois, il y a ces ressentis un peu diffus, une tristesse, une angoisse, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et si justement, une partie des réponses ne se trouvait pas seulement en nous, mais dans notre histoire familiale, chez ceux qui étaient là avant nous. C'est exactement ça l'idée qu'on va creuser aujourd'hui. On va parler de l'arbre généalogique, mais sous un angle un peu différent. Pas juste le côté historique, vous savez, et collectionner les dates, mais plutôt comme un outil de connaissance de soi. Ah, intéressant. Oui, et pour ça, on s'appuie sur des extraits d'un guide qui propose justement cette approche, disons, plus introspective de l'arbre. D'accord. Donc le but, c'est pas de devenir des pros des archives, on est d'accord. Non, non, pas du tout, hein. C'est plutôt de voir comment cet arbre, si on le regarde comme une espèce de carte, euh, une carte de notre héritage émotionnel, psychologique, comment ça peut nous éclairer, comment démêler certains nœuds de notre propre histoire en regardant celle des ancêtres. Bon, allons-y, explorons ça. Alors, pour commencer, quand on parle d'arbre généalogique dans cette perspective-là, de quoi on parle vraiment? Ce n'est pas juste la belle affiche avec des noms et des dates. Non, c'est bien plus profond que ça. Les sources qu'on a consultées utilisent un terme assez spécifique qui vient de la psychogénéalogie, le génosociogramme. Génosociogramme, d'accord. Oui, c'est un concept qui a été beaucoup développé et popularisé par Anne Ancelin Schutzenberger, hein, une vraie pionnière dans ce domaine de la transmission psychique entre générations. Alors un génosociogramme, qu'est-ce que c'est? C'est bien un dessin de l'arbre, oui, mais un arbre, commenté, enrichi. Enrichi, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ajoute par rapport à un arbre classique? Eh bien, on met les infos de base, bien sûr, hein, naissance, décès, mariage, les lieux, les métiers, mais on va surtout y ajouter tout ce qui est souvent passé sous silence. Les événements marquants, une migration, une maladie grave, un accident, une faillite. On note aussi les relations affectives, les divorces, les séparations, mais aussi les liens très forts ou au contraire très conflictuels. Les pertes aussi, c'est important. Les fausses couches, les décès d'enfants, les secrets de famille, qu'ils soient juste suspectés ou carrément avérés. Et surtout, on traque les répétitions. Les dates qui reviennent, les âges clés, les mêmes scénarios de vie qui semblent se reproduire. En fait, ce qui est passionnant là-dedans, c'est que le but, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Ah oui, Ces fameux schémas répétitifs, ces liens inconscients qui peuvent nous influencer aujourd'hui sans qu'on en ait la moindre idée. vous parlez de liens inconscients ou de loyauté inconsciente peut-être? C'est-à-dire? Exactement. Les loyautés inconscientes, ce sont ces mécanismes psychiques assez subtils, en fait, par lesquels on peut se retrouver, mais sans s'en rendre compte, à répéter un destin, une difficulté, voire un symptôme qui appartenait à un ancêtre. C'est comme une sorte de fidélité invisible au clan familial, quoi. Et parfois, ça se fait un peu au détriment de notre propre chemin. L'idée, c'est qu'en travaillant sur cet arbre enrichi, on peut commencer à repérer ces fils invisibles. Oui, ça fait vraiment écho à des choses qu'on peut parfois ressentir. Cette impression de porter un truc qui nous appartient pas tout à fait, ou de se retrouver dans des situations qui nous rappellent étrangement ce qu'on a entendu de nos parents, de nos grands-parents. Du coup, construire cet arbre, c'est une sorte d'enquête sur soi, mais à travers les autres. Tout à fait. Et c'est une démarche qui demande une petite préparation. C'est pas juste une collecte de données froides. L'approche décrite dans nos sources, elle insiste beaucoup sur l'importance de l'intention. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'espère comprendre ou peut-être apaiser? On conseille de se ménager un espace calme, d'avoir un carnet dédié. Le guide parle d'un journal de généalogie pour noter pas seulement les faits, mais aussi les ressentis, les questions qui montent. Et puis surtout, y aller avec une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. Être prêt à accueillir ce qui va émerger sans juger tout de suite. D'accord. Bon alors, concrètement, mettons les mains dans le cambouis, on a notre carnet, notre intention est claire. Comment on s'y prend pour dessiner cette fameuse carte de l'âme? Par où on démarre? Ben, le plus logique, c'est de commencer par soi. On se met à la base de l'arbre. Ok, Et puis on remonte, les parents juste au-dessus, puis les grands-parents, les arrière-grands-parents. L'idéal, c'est d'essayer de couvrir au moins 3, voire 4 générations si on peut. Pour la disposition, la convention habituelle, c'est souvent la lignée maternelle à gauche et la paternelle à droite.
D'accord. Et pour chaque personne, on essaie de rassembler toutes ces infos enrichies dont vous parliez. C'est ça. Au-delà du nom, des dates et lieux de naissance et de décès, on essaie de noter la profession. Et puis, tous ces événements clés, mariage, divorce, déménagement important, migration, maladies qui ont marqué, les pertes lourdes, les traumatismes connus, la guerre, un deuil brutal. On note aussi les répétitions de prénoms, ça peut être un indice. Les coïncidences de date aussi, quelqu'un qui naît le jour de l'anniversaire du décès d'un aïeul, par exemple. Et même les choses plus subtiles, les croyances très fortes dans la famille, les secrets qu'on devine, l'ambiance affective générale. On peut même utiliser des petits symboles pour visualiser tout ça. Un cœur brisé pour une rupture qui a fait mal, une vague pour une migration, un éclair pour un choc. C'est comme un puzzle vivant qu'on assemble petit à petit. Oui, j'imagine bien. Et trouver toutes ces infos, surtout quand on remonte loin, ça ne doit pas être évident. Comment on mène cette enquête? Alors, on commence par ce qu'on sait déjà, ou ce que nos proches savent. La première mine d'or, c'est la famille. Les parents, les grands-parents, s'ils sont encore là, les oncles, les tantes, les cousins. Il faut oser poser des questions. Mais avec douceur et respect, bien sûr. Des questions ouvertes du genre comment c'était la vie de tes parents? Est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement difficiles dans la famille? Ou de quoi on parlait jamais à la maison quand tu étais jeune? C'est bien de prendre des notes, ou même d'enregistrer si la personne est d'accord. Et un point très important souligné dans les sources, les silences. Ah oui, témoignages ne suffisent pas, ou si on n'a plus personne à interroger. Alors là, on se tourne vers les documents, les actes d'état civil qu'on trouve en mairie ou aux archives départementales, souvent en ligne maintenant, les livrets de famille évidemment. Parfois, on peut trouver des contrats de mariage, des dossiers militaires, et puis les vieilles photos. Elles racontent énormément de choses sur les relations, les postures, l'ambiance, les lettres aussi, les journaux intimes, si par miracle on en a conservé. Chaque petit bout de papier peut être un indice. Et en rassemblant tout ça, il faut avoir l'œil pour les récurrences. Ces fameux prénoms qui reviennent tout le temps, les dates anniversaires un peu troublantes, les métiers qui se transmettent de père en fils, les maladies qui semblent courir dans la famille, les mêmes types d'unions ou de ruptures qui se répètent. C'est souvent là qu'on trouve des pistes sur ces loyautés inconscientes, ces cycles transgénérationnels dont on parlait. Il faut tout noter dans le journal. D'accord. Une fois qu'on a brassé toute cette matière, qui peut être assez dense, voire émouvante, j'imagine, comment on passe à l'interprétation? Comment on fait le lien entre le fait que l'arrière-grand-oncle Paul ait fait faillite et nos propres difficultés financières, par exemple? C'est pas automatique, j'imagine. Non, absolument pas automatique. Et c'est un point crucial. Les sources insistent bien, l'interprétation, ce n'est pas une science exacte, attention aux conclusions hâtives ou trop déterministes du genre «Ah, c'est à cause de ça» que. C'est beaucoup plus nuancé. Il faut plutôt essayer de lire entre les lignes, de sentir l'histoire globale qui se dégage de l'arbre. L'idée, c'est d'identifier les grands motifs, les grands thèmes émotionnels ou événementiels qui reviennent. Est-ce qu'il y a un fil rouge de pertes financières, Mhm. d'exil, de femmes empêchées dans leurs désirs, d'hommes partis trop tôt, de secrets autour des naissances, de relations mère-enfant compliquées? Et une fois qu'on a repéré ces motifs, on peut se demander, tiens, est-ce que mon propre parcours, mes défis actuels, résonnent avec ces histoires-là? C'est plus une mise en résonance qu'une explication directe. Et quid des silences, des trous dans l'arbre dont on parlait? Vous disiez qu'ils étaient importants. Fondamentaux. Qui manquent sur l'arbre, de qui on ne parle jamais? Quelles histoires sont restées floues, incomplètes, comme si on avait voulu les effacer? Très souvent, ces vides, ces silences, ils pointent vers des deuils qui n'ont pas pu être faits, des hontes familiales, une faillite, un enfant illégitime à une certaine époque, une maladie mentale cachée, des traumatismes tellement forts qu'ils sont devenus indicibles. Et le point clé, c'est que ce qui n'est pas digéré émotionnellement, ces chagrins tuent, ces hontes enfouies, ça ne disparaît pas comme par magie. Ça peut créer ce que certains appellent des fantômes émotionnels, une sorte de poids invisible qui peut peser sur les générations suivantes et se manifester par des angoisses inexpliquées, des blocages, des répétitions chez les descendants. Ces silences, eux aussi, ils s'héritent et ils continuent d'agir en sous-main. Ça soulève une question importante quand même. Comment on gère émotionnellement tout ce qu'on peut découvrir? Ça peut remuer, j'imagine, de toucher à des histoires parfois très lourdes, très douloureuses. Oui, c'est une préoccupation tout à fait légitime. Et l'approche décrite dans nos sources insiste énormément sur la posture intérieure à adopter face à tout ça, la compassion. Il ne s'agit surtout pas de juger nos ancêtres, ni de les blâmer, ni non plus de les idéaliser d'ailleurs, mais plutôt d'essayer de comprendre qu'ils ont fait comme ils ont pu,
avec les cartes qu'ils avaient, le contexte de leur époque, leurs propres blessures, leurs ressources. Honorer leur parcours, même s'il a été difficile, c'est vraiment une étape clé. Et puis, un conseil très pratique, ne pas rester seul si on sent que ça remue trop fort. En parler à un proche ou pourquoi pas se faire accompagner par un thérapeute si on en ressent le besoin. D'accord, c'est important de le préciser. Et une fois qu'on a identifié ces schémas, ces héritages qui peuvent sembler un peu pesants, qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant? Est-ce qu'on les juste condamné à les subir? Non, heureusement. Et c'est là tout l'intérêt de la démarche en fait. La prise de conscience, c'est déjà énorme. C'est le premier pas fondamental vers la libération. Comprendre d'où peut venir un schéma, ça permet déjà de prendre de la distance. Et ensuite, les sources proposent de passer à l'action. Pas des actions révolutionnaires forcément, mais des gestes symboliques. Ce ne sont pas des formules magiques, attention, mais des actes qu'on pose en conscience, avec une intention claire, et qui peuvent vraiment aider à nettoyer ou à transformer notre lien à cet héritage. Des gestes symboliques, vous avez des exemples? Oui, un exemple qui revient souvent, c'est d'écrire une lettre à un ancêtre. On choisit une personne de l'arbre avec qui on sent une connexion particulière, ou une histoire qui nous semble pas tout à fait résolue, et on lui écrit. Une lettre. D'accord. Oui, pas besoin de l'envoyer, évidemment. C'est l'acte d'écrire qui compte. Ça permet de mettre des mots sur ce qui n'a peut-être jamais pu être dit, remercier, demander pardon, exprimer sa colère ou sa tristesse, et aussi, et ça c'est très important, rendre symboliquement un fardeau. Dire ok, j'ai senti que je portais ça pour toi ou pour la famille, mais aujourd'hui je choisis de te le rendre, ça t'appartient. C'est un acte psychologique très fort de clarification, de repositionnement. Écrire une lettre. Oui, je vois l'idée. Ça peut paraître un peu étrange au début, mais je comprends la démarche. De poser un acte concret pour marquer une étape. Il y a d'autres exemples de gestes. Oui, une autre suggestion qu'on trouve, c'est de créer chez soi un petit espace dédié, une sorte de d'hôtel ancestral. Ça peut être très simple, hein, quelques photos, les noms des ancêtres importants pour nous, peut-être une bougie, un objet symbolique. L'idée, c'est de matérialiser la reconnaissance de nos racines, de remercier pour le don de la vie, même si le chemin a été semé d'embûches. Juste y penser de temps en temps, allumer la bougie, c'est une façon d'honorer, d'apaiser le lien. Et ça peut aussi aider à se sentir soutenu par son lignage. C'est une approche plus douce peut-être. Et pour les schémas répétitifs qu'on aurait repérés, comment agir concrètement? Alors là, l'action peut être de poser en conscience un acte nouveau, qui va un peu à l'encontre du schéma habituel. Par exemple, c'est dans la lignée « les ruptures sont toujours brutales et sans discussion », on peut choisir consciemment, face à un conflit, d'essayer une autre voie. La communication, la recherche de compromis, la réconciliation si c'est possible. Autre exemple, si les femmes de la famille ont systématiquement mis leur désir professionnel de côté, eh bien s'autoriser soi-même à poursuivre sa voie, ça peut être un acte réparateur puissant. Pas seulement pour soi, mais symboliquement pour toutes celles qui n'ont pas pu le faire. Chaque petit pas différent, fait en conscience, ça compte. Et puis, il y a une démarche très intéressante qui est proposée. Écrire, dans son journal de généalogie, sa nouvelle narration. Une fois qu'on a exploré le passé, on se pose et on écrit noir sur blanc « Qu'est-ce que je choisis consciemment de garder comme héritage positif de ma famille ? Quelles sont les forces, les valeurs que je veux honorer ? Et inversement, qu'est-ce que je décide, avec respect mais fermeté, de laisser derrière moi ? Qu'est-ce qui ne me sert plus ou ne m'appartient pas vraiment ? Et enfin, quel engagement je prends pour ma propre vie ? Comment je choisis d'écrire mon propre chapitre ? C'est une façon de redevenir acteur, actrice de son histoire. Ce travail a l'air de pouvoir aller vraiment en profondeur. Est-ce que les sources donnent des pistes pour ceux qui voudraient aller encore plus loin après cette première exploration? Oui, tout à fait. Il est bien indiqué que ce travail sur l'arbre, c'est souvent un point de départ. Et pour ceux qui sentent le besoin d'approfondir, les sources mentionnent des outils complémentaires. Elle parle par exemple de protocoles guidés sur plusieurs semaines pour travailler plus spécifiquement sur la guérison des blessures ancestrales ou des analyses plus poussées des schémas transgénérationnels qu'on aurait pu identifier. Il est même fait mention de formation pour ceux qui aimeraient vraiment comprendre les mécanismes de l'analyse transgénérationnelle plus en détail. D'accord, donc il y a des suites possibles si on le souhaite. Et vous parliez aussi d'une communauté en ligne?
Oui, effectivement. Les sources invitent les personnes que ça intéresse à rejoindre un espace d'échange gratuit qui s'appelle le club Madame Delamico. C'est un endroit pour partager ses découvertes, poser des questions et se sentir moins seul dans ce cheminement qui peut être parfois assez intense, il faut le dire. Bien. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette discussion passionnante? L'arbre généalogique, si on l'aborde comme ça, avec cette intention de comprendre les héritages invisibles, mais c'est beaucoup plus qu'un simple document historique. C'est une sorte de miroir assez incroyable de notre propre histoire intérieure, qui est tissée avec les fils du passé. C'est potentiellement un outil très puissant de connaissance de soi, et qui sait, peut-être le début d'une vraie transformation. C'est tout à fait ça. Et peut-être pour conclure, une petite pensée à laisser infuser. Si on accepte cette idée, qui est vraiment au cœur de l'approche qu'on a explorée, que les histoires inachevées, les émotions non résolues de nos ancêtres cherchent parfois une forme d'expression ou de résolution à travers nous, les générations suivantes. Alors on peut légitimement se poser la question, quelle histoire, unique, singulière, notre propre vie est-elle en train de raconter? Et dans quelle mesure est-on en train d'écrire notre propre scénario ou de réécrire, consciemment ou pas, un chapitre laissé en suspens par ceux qui nous ont précédés? Vaste question, vertigineuse même et passionnante. Voilà qui donne vraiment matière à réflexion bien au-delà de notre échange. Merci beaucoup pour cet éclairage sur les profondeurs de l'arbre généalogique. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute.